Donc, on va vous faire une présentation en 3 temps. On a prévu un premier temps dédié aux enjeux sanitaires. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse particulièrement à ce moustique du côté de la santé publique? Un deuxième temps où on va plutôt parler concrètement de ce moustique tigre, de la situation dans les Pays de la Loire et de toute l'organisation de l'ARS pour surveiller et contrôler ce moustique. Et puis, la dernière partie sur justement ce qu'on attend aussi, ce qu'on peut vous proposer à vous, collectivités, de mettre en œuvre pour aussi mobiliser largement la population. Donc, je vais commencer par passer la parole à Agathe Mas, qui est médecin de veille sanitaire à la cellule de veille et d'alerte de l'Agence régionale de santé et qui va d'abord nous planter les enjeux en termes de santé publique de ce moustique tigre. Je te laisse la parole. Merci Gwenaëlle. Bonjour à tous. Alors, effectivement, pourquoi on s'intéresse au moustique tigre? C'est parce qu'au-delà des nuisances qu'il crée, il est également vecteur de certaines maladies. Alors, les maladies, ce sont la dengue, qui est le chikungunya et le Zika. Voilà, donc moustique tigre qu'on appelle également Aedes albopictus. Donc, la dengue, le chikungunya, le Zika, ce sont ce qu'on appelle des arboviroses, c'est-à-dire des virus, littéralement virus transmis par les arthropodes. Alors, la fièvre jaune qui apparaît là sur l'illustration est également une arbovirose, mais elle n'est pas transmise par le moustique tigre, donc je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, on a une illustration des cas de dengue dans le monde. La dengue et le chikungunya et le Zika, ce sont en majorité des maladies tropicales et subtropicales, même si on a quelques cas en France, et je vais y revenir, enfin en France métropolitaine, et je vais y revenir un peu plus tard. Il y a notamment beaucoup de cas de dengue actuellement aux Antilles, notamment Martinique, Guadeloupe. Voilà. Alors, ces maladies, donc comment se fait la transmission? Donc, ce n'est pas le moustique tigre qui est directement porteur du virus, mais il va avoir la capacité, en piquant une personne malade pendant sa période de virémie. Donc, la période de virémie, c'est la période où le virus est présent dans le sang chez une personne malade. Il a cette capacité de s'infecter et de devenir lui-même porteur du virus, que ce soit celui du chikungunya, de la dengue ou du Zika. Et après une incubation d'une semaine, ce moustique il va être en capacité, en piquant une personne saine, de transmettre la maladie qui apparaîtra avec les symptômes qui apparaîtront après une semaine environ d'incubation. Comme je vous disais, même si ce sont des maladies tropicales plutôt, on a quelques cas de dengue en France, le chikungunya également et le Zika, mais dans une moindre mesure. Mais ce sont des cas importés, c'est-à-dire, en tout cas en très grande majorité, ce sont des cas importés, c'est-à-dire qui concernent des personnes de retour de voyage. Ce que l'on craint avec l'augmentation de l'implantation du moustique tigre, c'est d'avoir des cas autochtones, c'est-à-dire des personnes qui tomberaient malades sans avoir voyagé. C'est déjà le cas dans le sud de la France, il y a quelques cas autochtones, mais pas encore en Pays de la Loire, même si on s'y prépare quand même. Donc comment ça pourrait arriver? Typiquement, on pourrait avoir Monsieur X qui rentre de voyage de Martinique avec la dengue. On pourrait supposer qu'il se fasse piquer pendant sa période de virémie dans son jardin par un moustique tigre. Et ce moustique tigre pourrait aller une semaine après piquer le voisin de Monsieur X. Et donc ce voisin pourrait développer la dengue sans avoir voyagé. Je vais maintenant évoquer les symptômes de ces maladies. Donc, ce sont des maladies qui sont généralement bénignes. Elles ont des symptômes assez similaires, ces 3 maladies. C'est pas facile de faire parfois la distinction entre une dengue, un chikungunya ou un Zika. Ça commence généralement par une fièvre d'apparition brutale
avec des douleurs musculaires ou articulaires, des maux de tête également. Il peut y avoir une éruption cutanée des boutons, notamment dans le Zika. Et généralement, voilà, c'est spontanément, enfin, ça guérit spontanément après 7 jours, sans complications. Il peut y avoir aussi, voilà, il n'y a pas toujours des symptômes, hein, on peut être porteur aussi de la dengue, du Zika et aussi du chikungunya sans avoir de symptômes, tout en étant porteur du virus. Alors, ces maladies, elles sont, comme je le disais, généralement bénignes, mais il peut y avoir quand même des complications. La dengue, notamment, le risque, c'est des complications hémorragiques, en fait, notamment en cas d'antécédent de dengue. Il y a plus de risques quand on refait une dengue d'avoir ces complications. Le chikungunya, ce qui est plus embêtant, c'est le fait de garder des douleurs articulaires dans le temps. Et l'infection à virus Zika, la principale complication, c'est si une femme enceinte attrape la maladie, elle peut transmettre le virus à son enfant qui pourra présenter des malformations, notamment une microcéphalie. Et il y a également des complications neurologiques. Enfin, voilà, il n'y a pas de traitement spécifique pour ces maladies. Ça reste des traitements, voilà, selon des transfusions, par exemple, si c'est des dengues hémorragiques, mais il n'y a pas de traitement spécifique, ni même d'ailleurs de vaccin utilisable à grande échelle, en tout cas, pour le moment. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il y a une surveillance de ces maladies. Ce sont en fait ces 3 maladies sont des maladies à déclaration obligatoire par les professionnels de santé. Donc, tout professionnel de santé qui est amené à diagnostiquer une de ces 3 maladies, donc c'est médecin ou laboratoire, puisque c'est des maladies qu'on confirme par des prescriptions biologiques, hein, par des examens, des prises de sang, doivent faxer à l'Agence régionale de santé ce feuillet CERFA que vous voyez là. Et donc, ça arrive directement dans nos services. Donc, moi, je suis donc à l'Agence régionale de santé, service de veille et d'alerte. Et donc, nous, on s'attellera voilà, à valider le signal déjà, puis à redonner aux malades qui sont encore virémiques, donc qui sont encore porteurs du virus, des consignes de protection individuelle contre les piqûres de moustiques. Et enfin, nous, ce qu'on va faire, c'est, avec le patient, retracer son trajet sur le territoire français pour voilà, établir une liste de lieux où il aurait pu potentiellement se faire piquer par un moustique. Et cette liste, en fait, on la transmet à nos collègues du service d'à côté de la mission lutte antivectorielle pour qu'ensuite soient éventuellement mises en place des mesures de lutte antivectorielle. Et donc, je vais laisser la parole à mes collègues pour évoquer ce sujet. Agathe, je te propose quand même de préciser peut-être en réponse à une question, puisqu'il n'y en a qu'une là, sur la sous-déclaration des cas autochtones. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une sous-déclaration des cas autochtones au vu des symptômes ? Oui, c'est possible hein, qu'effectivement, d'une part, il y a des cas asymptomatiques, donc ça, c'est sûr que ceux-là, on ne les dépiste pas. Et d'autre part, les symptomatiques, c'est possible qu'ils ne consultent pas leur médecin ou que leur médecin ne pense pas à diagnostiquer ces maladies. Après, on fait en sorte que les médecins y pensent en faisant des campagnes de communication, des courriers en début de saison, puisqu'on parle de début de saison à partir du moment où le moustique devient actif, donc à partir du mois de mai. Donc, on essaie de sensibiliser pour limiter cette sous-déclaration. Alors, je pense que le problème n'est pas tant la sous-déclaration que le fait de ne pas diagnostiquer la maladie. Je pense qu'une fois que la maladie elle est diagnostiquée, elle est déclarée, mais c'est en tout cas d'au moins y penser face à ces symptômes qui ne sont pas toujours très spécifiques. Ok, merci. Merci Agathe, du coup, pour ces éléments qui mettent bien en perspective et qui expliquent bien pourquoi on se mobilise autour de ce moustique tigre et tout l'intérêt de prévenir et d'anticiper en tout cas limiter son implantation dans la région. Alors Sandrine Saillard, ingénieure sanitaire
est responsable de la mission lutte antivectorielle. Tu vas pouvoir maintenant nous préciser un petit peu la situation en Pays de la Loire et puis comment l'ARS organise cette lutte antivectorielle. Oui, bonjour à tous. Alors, on va commencer déjà par se poser la question comment reconnaître ce moustique. Voilà, c'est un petit moustique de l'ordre de la taille d'une pièce d'1 centime. Et puis, vous avez une photo et on vous rappelle qu'il a des pattes rayées blanches avec une bande blanche sur la tête et le thorax. Alors malheureusement, ce n'est pas le seul à avoir des rayures blanches sur ses pattes. Donc, et comme il est tout petit, ce n'est pas toujours évident de voir cette rayure sur la tête et le thorax. Donc voilà, c'est caractéristique, c'est un peu. Je crois que tu as coupé ton micro accidentellement, Sandrine. Désolée, alors je reprends. Donc je voulais juste dire que tous les moustiques ayant des rayures sur leurs pattes ne sont pas forcément des moustiques tigres. Donc c'est pas si simple que ça paraît. Alors d'où vient ce moustique? Il vient voilà des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et il a voyagé essentiellement par des transports passifs. Donc soit le moustique adulte lui-même potentiellement peut prendre des transports, mais c'est surtout ses œufs qui sont transportés de façon passive par avion, par bateau, enfin voilà, dans des colis, enfin dans des endroits où le moustique aurait pu pondre. Et comme ces œufs sont très résistants, ils peuvent rester assez longtemps dans des situations disons un peu défavorables où ils vont pas éclore, mais rester en état de diapause. On vous en parlera après. Donc ce moustique, il a aussi une particularité importante, c'est qu'il vole très peu. Donc en général, il ne se déplace pas plus de 150 mètres autour de son lieu de naissance. Il vit essentiellement à l'extérieur et il a une activité diurne, c'est-à-dire dans la journée. Ça, c'est vraiment ce qui le différencie de des autres moustiques en général qui viennent nous déranger la nuit. Et bien lui, non, il va plutôt piquer le jour ou en fin de journée. Ses gîtes de repos sont la végétation, donc il est plutôt bien installé. En général, quand il est dans un jardin, il est à proximité de l'homme. C'est ce qu'il a besoin puisque la femelle pique surtout l'humain. Il préfère largement les humains aux autres animaux. Et la femelle pique pour la maturation de ses œufs. Hein. Mais par contre, elle se nourrit comme les autres de nectar. Et une fois que elle a piqué, elle va pouvoir pondre et jusqu'à 150 œufs par ponte. Cette femelle, elle vit 1 mois et elle peut pondre tous les 12 jours. Donc vous pouvez vite vous rendre compte que l'infestation peut se faire assez rapidement. Donc il est source de nuisances, de fortes nuisances quand il est installé dans votre jardin parce qu'il est très agressif. Quand il pique, ça fait très mal, malgré qu'il soit de toute petite taille. Et puis, comme me disait ma collègue, eh bien, il est vecteur de maladies, la dengue, le chikungunya et les Zika. Donc, nous, on va effectivement, l'ARS, réfléchir à agir à la fois sur son implantation et puis limiter le risque de transmission des maladies. Alors, j'ai une autre diapositive qui vous montre un petit peu la caractéristique principale du moustique tigre, c'est qu'il pond non pas à la surface de l'eau comme la plupart des moustiques, mais sur une surface sèche à proximité de l'eau. Et donc, les œufs vont être déposés sur cette surface sèche et dès qu'ils vont être recouverts d'eau, eh bien, ils peuvent entamer leur cycle de transformation en larve, en nymphe pour devenir moustiques. Donc, ça peut être en général autour d'1 semaine pour faire cette transformation. Et comme je le précise là aussi, les œufs sont très résistants à la sécheresse. Ils peuvent survivre jusqu'à 3, voire même 9 mois en état d'attente. Donc, dans un endroit sec. Et dès que cette zone va être remise en eau, eh bien, à nouveau, le moustique va pouvoir se développer. Très important d'avoir ça en tête parce que en métropole, un moustique qui pond en fin de saison,
même si les œufs restent secs, ils peuvent passer tout l'hiver et se redévelopper en début de saison suivante au printemps. Alors, que fait l'ARS? L'ARS, elle surveille à la fois donc la répartition de ce moustique sur le territoire, et puis en cas de déclaration de maladie, eh bien, il y a une enquête qui est faite et selon l'évaluation du risque, il peut y avoir un traitement réalisé pour supprimer les moustiques éventuellement contaminés. Je vais vous développer ça plus loin. Et puis, il y a aussi des actions de prévention qui sont mises en œuvre, donc auprès de la population, hein, des collectivités. Plus on va informer la population sur ces risques et sur les bons gestes à adopter, plus on va pouvoir contrôler ou limiter plutôt l'implantation de ce moustique. Donc la surveillance renforcée en métropole, elle se fait de mai à novembre, à peu près la période favorable en termes de température pour le développement du moustique. Alors la surveillance entomologique, elle repose sur deux. Donc la surveillance entomologique, c'est la surveillance de l'implantation sur le territoire du moustique. Elle repose sur deux réseaux. C'est le réseau de pièges pondoirs durant la saison de surveillance et une plateforme de signalement citoyenne, c'est-à-dire que tout le monde peut, s'il pense avoir vu un moustique et qu'il arrive à le prendre en photo, envoyer cette photo sur cette plateforme et un entomologiste, un spécialiste des insectes va recevoir cette photo et l'identifier, vérifier qu'il s'agit d'un moustique tigre ou pas. Et si c'est le cas, la personne recevra effectivement, enfin dans tous les cas, elle recevra un message lui disant si c'est un moustique tigre ou non, et si c'en est un, quels sont les bons gestes à adopter. Et puis ce réseau de pièges pondoirs, je vais vous détailler ensuite là sur la prochaine diapositive comment ces pièges, à quoi ressemblent ces pièges et comment ils sont installés. Je te laisse passer la prochaine diapo. Merci. Alors, sur les pièges pondoirs. Les pièges pondoirs, c'est un système donc de seaux étiquetés, avec de l'eau à l'intérieur contenant un larvicide, évidemment, et un carré de polystyrène posé à la surface de cette eau. Donc, on crée en fait un gîte favorable pour la ponte des moustiques. Et on installe ces pièges pondoirs dans des endroits stratégiques du territoire, donc qui sont les points d'entrée du territoire. Comme je vous disais, le moustique voyage essentiellement par des transports passifs. Donc, au cas où il rentre sur le territoire par un port ou un aéroport, eh bien, on pourra vérifier ces pièges pondoirs et voir si effectivement on a. Et alors, il y a soit on peut vérifier son entrée sur le territoire, ou si effectivement il s'installe dans une zone où il peut aussi partir voyager vers d'autres territoires. Voilà, on peut à la fois surveiller son implantation sur ces points d'entrée. Ensuite, il y a les sites sensibles, hein, les établissements de santé, les sites touristiques. Donc là où on a vraiment un passage de population important, et puis les grandes unités urbaines. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, on répartit aussi nos pièges pondoirs en fonction de la connaissance de l'installation du moustique sur les différentes communes ou les lieux où on peut nous signaler le moustique. Donc ces pièges pondoirs sont installés par notre prestataire, un laboratoire Innovalis. Ils sont relevés tous les mois ou tous les 2 mois selon leur situation. Et donc l'entomologiste du laboratoire, lui qui est spécialiste dans la reconnaissance des insectes, va pouvoir analyser ces petits carrés de polystyrène et regarder si ce sont bien des œufs d'Aedes albopictus. Dans l'éventualité où on identifie des œufs d'Aedes albopictus, il va y avoir une enquête qui va être faite autour de ce lieu de ponte pour aller rencontrer, on va dire, tous les habitants du secteur
et puis leur donner les bons gestes à adopter pour vider les éventuels gîtes larvaires qu'il y aurait dans leur jardin. Et donc le laboratoire rentre, si les gens sont d'accord, hein, jusque dans les jardins pour expliquer comment on repère et on vidange les gîtes larvaires, et puis sensibiliser les particuliers aux bons gestes, hein, contre les piqûres, etc. Donc ces pièges pondoirs, 226 ont été installés en Pays de la Loire en 2023 et 110 étaient positifs au moins une fois. Le deuxième moyen de repérer l'installation du moustique, c'est la plateforme de signalement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ça nous permet de vérifier si le moustique s'installe dans des communes surtout non colonisées, celles qu'on ne sait pas. Donc on compte effectivement sur chaque citoyen qui éventuellement va repérer un moustique chez lui avec des rayures sur son corps, et bien arriver à en faire une photo. Alors soit quand il est encore intègre, soit après l'avoir tué s'il n'est pas trop écrasé. Et cette photo, elle peut être envoyée donc sur ce site signalement moustique. Hein, vous tapez sur internet signalement moustique, on tombe directement sur cette plateforme. Et donc notre entomologiste du laboratoire va aussi vérifier s'il s'agit d'un moustique tigre. Et à ce moment-là, une réponse sera envoyée à la personne qui signale. Et de la même manière que pour les pièges pondoirs, autour de ce signalement, puisque la personne aura donné l'adresse où elle a repéré ce moustique, eh bien, il y aura une enquête auprès de toutes les personnes qui résident autour de ce signalement. Donc, dans les 150 mètres, hein, comme le moustique se déplace en 50 mètres autour de son lieu de naissance, cette enquête se fait en porte-à-porte auprès des particuliers pour les sensibiliser au risque d'implantation du moustique tigre. Donc, encore une fois, comment on repère et on vidange les gîtes larvaires dans son domicile et comment on se protège des piqûres. Dans ce cas-là, il y a aussi une information, parce que si lors de ce porte-à-porte fait par le laboratoire, des moustiques sont repérés ou des larves sont identifiées, hein, dans des petites réserves d'eau, à ce moment-là, on va poser un piège pondoir pour s'assurer qu'effectivement le moustique est bien en train de s'implanter dans ce lieu. Dans ce cas-là, la collectivité est informée, évidemment, tous les pièges pondoirs qui sont posés sur les communes, la collectivité est informée de leur localisation. Donc les signalements en Pays de la Loire, on en a eu 2023. En 2023, on en a eu 763, dont 276 dans des communes non colonisées et 86 étaient positifs. Alors, quand un signalement est fait dans une commune colonisée, une réponse automatique est faite au signalant pour lui indiquer que la commune est colonisée, est connue comme étant colonisée, et lui indique les bons gestes à adopter. Ensuite, eh bien, il y a tout le volet surveillance épidémiologique, dont là, on ne se préoccupe pas particulièrement de l'implantation du moustique, mais plutôt des cas de personnes malades qui reviennent sur le territoire. Donc, comme expliqué Agathe tout à l'heure, cette maladie fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ARS. Collègues médecins, infirmiers enquêtent auprès de la personne malade pour pouvoir connaître tous ses déplacements durant sa période de virémie et nous transmet toutes ces informations. Et l'objectif là est d'essayer de vérifier si la personne sur ces lieux de déplacement, est-ce qu'il y a du moustique tigre qui est implanté et qui pourrait éventuellement l'avoir piqué et risque de piquer une personne saine, comme l'expliquait très bien Agathe tout à l'heure. Alors, autour de chaque cas déclaré, il va y avoir une investigation sur les lieux recensés de déplacement. Et l'opérateur, donc Innovalis, va sur le terrain vérifier si on repère du moustique ou des larves de moustique.
Et si cette prospection entomologique est positive, c'est-à-dire si on repère des moustiques ou des larves de moustiques, à ce moment-là, on va se poser la question de la nécessité de mettre en œuvre un traitement pour supprimer ces moustiques éventuellement contaminés. Donc, ça, c'est une évaluation qui est faite au cas par cas. Si on considère qu'il y a vraiment un risque de transmission de la maladie, à ce moment-là, un traitement va être fait dans la zone où ce moustique a été repéré pour éliminer les moustiques adultes qui pourraient être contaminants. C'est vraiment au cas par cas, chaque cas est étudié parce qu'effectivement, ces traitements, c'est une pulvérisation d'un produit chimique, hein, et donc ça risque de créer des résistances, ça a un impact sur la biodiversité, donc l'évaluation est vraiment faite systématiquement au cas par cas et les traitements ne sont faits s'ils s'avèrent vraiment nécessaires. Et autour du lieu, donc des lieux recensés, évidemment, la population est à nouveau sensibilisée, hein, aux bons gestes et à la façon de repérer les gîtes larvaires, les vidanger et les supprimer quand c'est possible. Oui, je oubliais de dire que pour le moment, je pense que Agathe l'a dit tout à l'heure, en Pays de la Loire, nous n'avons jamais eu de cas autochtones, hein. Donc les 131 cas de dengue en 2023 étaient tous des cas importés, des personnes qui reviennent de voyage, et il n'y a jamais eu de contamination d'autres personnes sur le territoire par ce biais. Alors, comment on déclare que des communes sont colonisées? Il y a 4 critères donc qui reposent sur les signalements, la présence de moustiques par signalement ou les pièges pondoirs. Donc, ces 4 critères, je vous les représenter là. Donc, il y a sur les signalements, si la distance entre 2 signalements positifs est supérieure à 500 mètres, alors la commune est colonisée. Si la distance entre 2 pièges pondoirs positifs aussi est supérieure à 500 mètres, la commune est déclarée colonisée. Lorsqu'on relève les pièges pondoirs, si des pièges pondoirs sont positifs sur 3 relevés successifs, alors la commune est déclarée colonisée. Et si effectivement on repère des larves ou des moustiques adultes dans un rayon supérieur à 150 mètres autour d'un signalement ou d'un piège pondoir positif, c'est aussi un critère de déclaration d'une commune colonisée. Donc, les communes sont déclarées colonisées lorsqu'on remplit au moins un de ces 4 critères. Évidemment, une commune est rarement entièrement infestée de moustiques. En général, lorsqu'elle est déclarée colonisée, c'est souvent parce qu'un quartier où on a repéré dans une zone de la commune des moustiques. Et l'objectif, évidemment, est bien de lutter sur l'implantation de ce moustique dans la commune entière. C'est tout mettre en œuvre pour limiter son expansion. Et donc, lorsqu'une commune est déclarée colonisée, eh bien, le département est considéré aussi comme colonisé. Donc après, vous avez une cartographie là de la répartition en métropole. Donc, en 2004, effectivement, le moustique est arrivé par le sud-est de la France, plus particulièrement la commune de Menton, où il a été repéré pour la première fois. Et puis, il s'est implanté petit à petit dans différentes communes et il remonte de plus en plus. Maintenant, seuls quelques départements du Nord sont épargnés. Donc, au 1er janvier 2024, 78 départements étaient colonisés sur les 96 en métropole. En Pays de la Loire, eh bien, maintenant, les 5 départements sont considérés comme et puisque 32 communes sont colonisées au sein de ces 5 départements. Donc là, on vous les a listés et représentés sur une carte. Ça ne paraît pas dramatique au vu de la carte, hein, mais on voit bien que selon le petit graphique sur la droite,
eh bien, on est dans une courbe ascendante là de colonisation, c'est-à-dire qu'entre 2022 et 2023, on a multiplié par 3 le nombre de communes colonisées. Et d'après les projections, cette droite va continuer à monter très rapidement et on est susceptible de remultiplier par 3 encore cette année le nombre de communes colonisées. Voilà, si vous avez des questions sur cette petite présentation, je suis à votre disposition. Effectivement, il y a des questions qui ont été mises dans le chat. Je propose, comme il y en a quand même pas mal, on les regroupera peut-être tout à l'heure sur un temps de traitement des questions. Donc, vous aurez compris en tout cas que l'ARS est largement mobilisée pour freiner la progression du moustique tigre dans la région et agir aussi précocement autour des personnes qui rentrent de voyage atteintes d'arbovirose. Mais ces actions ne pourront atteindre une pleine efficacité qu'avec la mobilisation complémentaire de tous, collectivités et citoyens. Et donc, c'est ce point-là que je vais évoquer maintenant, puisque nous vous proposons de mobiliser un kit de communication, des outils de mobilisation sociale aussi pour sensibiliser et mobiliser les citoyens. Donc, on identifie plusieurs objectifs, enfin en tout cas plusieurs enjeux de mobilisation, donc de faire connaître ce moustique tigre. C'est vrai que l'année dernière, on a eu des difficultés de communication avec la nuée de moustiques qui est arrivée en septembre, du coup avec beaucoup d'amalgame entre le moustique commun et le moustique tigre. Donc, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire autour des caractéristiques de ce moustique. Bien sûr, expliquer aussi pourquoi on se mobilise autour de ce moustique et donc les enjeux de santé et l'importance d'agir. La clé, c'est bien évidemment d'expliquer aux habitants qu'ils peuvent agir dans leur environnement de proximité et limiter les gîtes larvaires. Donc, ça va être un des messages principaux. Et inciter aussi à signaler la présence du moustique tigre, puisque Sandrine vous l'a expliqué, ces signalements citoyens, ils sont complémentaires à notre surveillance pour suivre la progression de la répartition du moustique sur notre territoire. Donc, la campagne de communication qu'on a élaborée repose sur 3 mots-clés que sont vider, couvrer et signaler. Donc, on va regarder ça un petit peu de plus près. Avant de reprendre ces messages précisément, je pense que c'est important de se remettre en tête quelques éléments que Sandrine nous a déjà donnés, mais qui sont vraiment clés pour comprendre comment on peut agir dans son environnement proche. Donc, il faut se rappeler que la femelle, pour pondre ses œufs, a besoin d'eau, mais ça peut être des petits volumes d'eau, des petits volumes d'eau stagnants, c'est-à-dire que du coup, c'est pas de l'eau active, hein, c'est vraiment l'eau qui reste dans les récipients au jardin, donc la brouette, l'auge, la gamelle des animaux, pardon, ça peut être aussi une gouttière qui s'écoule mal. Il faut aussi se rappeler que ça peut aller très vite puisque la femelle pond un grand nombre d'œufs. Donc là, on a mis de l'ordre de 50 œufs tous les 4 jours. Mais Sandrine disait tout à l'heure que ça peut être jusqu'à 200 œufs à la fois. Et puis, un élément important aussi qui peut toucher les gens, c'est que le moustique évolue à proximité de son lieu de naissance. On parle d'un périmètre de 150 mètres autour de son lieu de naissance. Donc, un moustique qui nous pique, un moustique tigre qui nous pique, a toutes les chances d'être né dans notre environnement proche. D'où tout l'intérêt de se mobiliser. On peut être vraiment efficace. Pour illustrer un petit peu ce que peut être un gîte larvaire, là on a emprunté à Innovalis un certain nombre de photos de situations qu'on peut trouver dans un jardin. Donc là, on vous présente une bâche qui a formé un flash dans lequel reste stocké de l'eau. Ça peut être une poubelle, ça peut être les jeux d'enfants. Là, il s'agit d'un tricycle, un pied de parasol, ça peut être des pots, les coupelles aussi des pots de fleurs, ça peut être un arrosoir, un seau, toutes ces situations tout à fait classiques qu'on peut trouver autour de soi dans un jardin ou sur un balcon.
Ces gîtes larvaires peuvent aussi être présents sur des espaces ou des bâtiments publics ou sur la voirie. Donc là, sont présentées des situations de toiture, terrasse qui vont peut-être mal s'écouler ou de terrasses sur plot qui, dans leur conception, permettent la conservation, la conservation d'une certaine quantité d'eau en pied des plots. Ça peut être des regards ou des bonds de siphon de sol, etc. Donc, on va chercher à ce que les citoyens, mais également vous dans vos services, puissiez diffuser ce message de la nécessité de vider toutes les semaines ou en tout cas après les pluies, tous ces objets ou récipients qui peuvent contenir de l'eau. Juste pour mémoire, c'est vrai qu'ils ont pas mal voyagé avec les pneus, par exemple, au départ de leur implantation sur le territoire, puisque c'est très difficile de vider l'eau d'un pneu du fait de sa forme. Et donc, voilà, ça a été, par exemple, un vecteur au démarrage. Et puis, c'est couvrir tous les récipients. Donc, l'idée, c'est pas d'arrêter de récupérer l'eau de pluie, mais un récupérateur d'eau de pluie, ça doit être fermé par un couvercle hermétique ou bien par une moustiquaire. C'est également une possibilité. Donc, dans la communication qu'on a élaborée, on a aussi listé un certain nombre d'astuces. Donc, on a évoqué de la réaction régulière avec l'idée de vider ces récipients d'eau une fois par semaine ou après la pluie. La question de l'entretien des gouttières. Une gouttière pleine de feuilles, ça va pouvoir retenir de l'eau durablement et constituer un gîte pour la ponte d'un moustique. C'est vrai que les moustiques apprécient l'ombre et la fraîcheur, donc sans que ce soit forcément un lieu de ponte, les stockages de déchets verts vont pouvoir, ou les taillis vont pouvoir constituer des lieux de repos des moustiques. Donc il faut le savoir, l'idée c'est pas de forcément les éliminer tous. Un petit truc intéressant à avoir en tête aussi, et on a axé une partie de notre communication, notamment dans le contexte des cimetières, sur ce petit truc-là, c'est qu'une coupelle d'eau remplie de sable, ça permet de maintenir le pied de la plante au frais et ou même dans l'humidité sans pour autant constituer une réserve d'eau. Vous êtes nombreux aussi à avoir réagi dans le chat autour de cette question des prédateurs du moustique tigre. Donc, encourager la biodiversité, favoriser le développement des prédateurs. Je vois que nous avons un entomologiste dans le public, François Meurget du Muséum d'histoire naturelle, qui vous alimente sur cette question-là. Mais donc, notamment pour la gestion des bassins en eau, favoriser la biodiversité, c'est favoriser les prédateurs que sont, par exemple, les libellules. Après, si on a un bassin d'eau stagnant, on peut imaginer quand même de mettre une pompe ou une fontaine qui permettra d'agiter cette surface d'eau. Donc, le troisième mot-clé que je vous ai évoqué, c'est signaler. Donc, une partie de notre campagne est axée sur ce message-là, notamment dans les communes qui ne sont pas actuellement colonisées. C'est important pour nous et ça participe activement du repérage du moustique tigre. Donc, il est important aussi d'inviter les gens à faire des photos les plus lisibles possibles. Et donc, c'est vrai que cette bande blanche sur le thorax et sur le haut de la tête est particulièrement caractéristique. Donc, si on peut avoir ce détail sur les photos, c'est mieux. Et donc, Sandrine vous a expliqué comment on agit derrière ces signalements. Les habitants vont aussi être en demande de savoir comment se protéger des piqûres de moustiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie non plus d'encourager la lutte chimique contre ce moustique. Donc, l'utilisation récurrente d'insecticides n'est pas du tout recommandée de manière chronique. Donc, on va encourager, pour se protéger des moustiques, de porter des vêtements longs, amples et clairs.
Les répulsifs cutanés, du coup, doivent être réservés aux zones du corps qui ne sont pas couvertes, ou bien lorsqu'on fait un voyage en zone endémique, où là, ça peut quand même être intéressant en termes de balance bénéfice-risque. Et puis, sur le type de produit à utiliser, il faut se tourner vers un pharmacien pour être conseillé. Et puis, on va aussi encourager la lutte mécanique à travers l'usage de la moustiquaire. Donc, ça peut être sur les ouvrants. C'est vrai qu'après tout, on peut imaginer de développer cet équipement-là qui est présent aujourd'hui dans des régions comme dans le sud de la France, mais pourquoi pas dans nos régions? Au moins, ça traite en même temps le problème du moustique tigre et des autres moustiques et de leur nuisance. Et puis, ça peut être aussi au-dessus du lit, notamment d'un enfant pendant la sieste. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va encourager à développer. Et puis, il faut savoir aussi que le vent gêne le moustique. Donc, un ventilateur est aussi un outil efficace contre le moustique à l'intérieur. Donc, la clé pour diffuser cette connaissance de ces gestes clés à conduire autour de son environnement, ça va passer d'abord par la mobilisation des acteurs publics. C'est vrai qu'on a pu constater dans des études sociologiques que la mobilisation de tous est importante en même temps, et notamment des acteurs publics. C'est vraiment souligné comme un facteur de mobilisation des habitants à travers l'exemplarité d'une commune, en fait. C'est vrai que si il est constaté que sur la commune des actions sont faites, s'il y a une communication publique, ça va favoriser véritablement la mobilisation des citoyens. Donc, ce qu'on a pu déjà proposer, notamment aux communes colonisées, mais c'est vrai dans toutes les communes de la région, on peut identifier un référent moustique communal, quelqu'un qui a une connaissance de ce moustique et qui peut aussi sensibiliser en interne les services, puisque vous voyez, quand on a regardé les gîtes larvaires, ça peut toucher tout type de services, que ce soit les services techniques, le service des espaces verts, mais également d'urbanisme, puisque un certain nombre d'aménagements peuvent être à risque vis-à-vis du moustique. Et puis sensibiliser la population donc via les outils de communication de la collectivité. C'est vrai que certaines communes ont déjà mis en place d'intégrer des dossiers sur le moustique tigre dans leur journal communal, sur vos sites internet et sur les réseaux sociaux. Le kit de communication qu'on a élaboré comprend un certain nombre de formats aussi à reprendre sur les réseaux sociaux. Dans certains espaces publics, c'est vrai qu'on pense au cimetière. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'astuce du sable dans les coupelles des pots de fleurs. On pense aux jardins familiaux. On peut aussi penser aux campings municipaux. Et puis, via des acteurs relais, et j'ai vu aussi que dans les participants, il y a des associations. Je pense qu'on a aussi tout intérêt collectivement à sensibiliser des acteurs sur nos territoires, que ce soit les associations de jardiniers, d'éducation à l'environnement. Ça peut être aussi, on pourrait imaginer aussi des actions de type ambassadeur citoyen. Alors, le kit de communication qu'on met à votre disposition, il est accessible sur le site internet de l'ARS. Il comprend des affiches. Vous les avez toutes les trois là sur la diapo. Une qui est orientée plutôt vers l'idée de signaler, de soutenir le signalement. Une autre qui est plutôt tournée sur les mots-clés « vider, couvrez » avec ce moustique qui cherche à s'installer dans un jardin, mais le couple là les empêche de s'installer. Et le troisième qui est plutôt tourné vers un environnement cimetière, pour insister sur cette astuce du sable dans les coupelles. Il y a également des courtes vidéos stop motion qui peuvent être relayées sur vos sites internet, vos réseaux sociaux, et puis des encarts pour les réseaux sociaux. On est en train de développer un outil de type checklist qui liste un petit peu les réservoirs potentiels d'eau auxquels on peut penser après chaque pluie. Les supports sont personnalisables avec les logos de la collectivité et sont tous disponibles sur le site de l'ARS.
Quelques ressources qui seront mises à votre disposition puisque les liens seront cliquables avec des guides qui orientent les actions qui peuvent être mises en œuvre par une collectivité. Et puis, j'attire votre attention aussi sur un cours module de formation, d'auto-formation en ligne qui est mis en place par le CNFPT, qui est gratuit. Si vous faites vraiment, si vous regardez tous les contenus, il y en a peut-être pour 1h30 à peu près. Donc voilà, c'est aussi une façon de retrouver l'ensemble de ces informations-là. Merci beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup à Ophélie aussi qui a assuré tout le back-office du webinaire. Et puis, on va s'efforcer quand même de répondre à vos questions par un moyen ou un autre. Merci et bonne fin de journée à tous. Au revoir.